Bonjour peuple de la Terre, bienvenue dans le seul magazine qui revient sur plus de 50 ans de culture geek en 52 minutes. La preuve avec une date, 1939, création du personnage de Batman. Il est temps de vous montrer les super-héros qui sont autour de cette table. Elle est journaliste, Mademoiselle RL, il est romancier, Monsieur Laurent Kessy, il est réalisateur et auteur, Monsieur Sébastien Rassia, également les mêmes facultés, plus comédien pour Monsieur Fred Molas, Rurik Salé, compositeur, comédien et journaliste de talent. Je n'oublie pas non plus François qu'on retrouvera un petit peu plus tard pour la rubrique Talent Web. François. Ah, et putain. Voilà, François surfe, il a cassé son ordinateur. Allez, tout de suite, sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez le film dingue Tokyo, Game of Thrones, le jeu, le mythe des geishas, la suite des aventures de Laurent aux Utopiales, la série Le Caméléon, Yumi et sa rubrique Cosplay, une enquête geek sur le vampire au cinéma, le pape de la SF Michael Moorcock, le site internet Forgotten Silver et l'incontournable Shopping List. Rejoignons maintenant David et son équipe. Oreille chaste s'abstenir, Fred et Seb nous préparent un gros programme. Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. Alors effectivement, Game of Thrones, pour ceux qui ont regardé la série, c'est violent, c'est cru, et encore c'est beaucoup moins cru que dans les livres qui sont beaucoup plus violents du fait qu'ils ont foutu 10 ans de plus à tous les personnages. Donc là, moi je vais parler en fait de Game of Thrones, le jeu. Alors à pas confondre avec Game of Thrones, voilà, The Game, parce que il y a Game of Thrones Genesis qui est aussi sorti un peu plus tôt. Donc là, on parle vraiment du dernier Game of Thrones qui est sorti. Développé par un studio français. C'est Cyanide. Oui, voilà, c'est Cyanide, qui est aussi connu pour avoir fait Blood Bowl. The French Studio. C'est ça. Et donc, on va regarder les images de suite. Alors, est-ce que ça ressemble à la série? Alors, donc voilà. Visuellement, c'est pas le top du graphisme, mais en même temps, c'est pas... Visuellement, c'est moche. Les combats, c'est lourd. La gestion de l'équipement, elle est pourrie. Mais en fait... Jouez-y, ouais. Bon, c'est moche, mais on a présenté plus les quand même. Ouais, non, mais disons que pour un jeu qui est sorti, il est sorti cette année, je crois, il me semble. Ah, ça pique. C'est quand même vraiment... pas beau en dessous des standards. Très franchement, ouais. Donc, si j'en parle maintenant, c'est qu'en fait, l'histoire est absolument fantastique. En fait, c'est il y a quand même un point positif dans voilà. la chose. Voilà, vraiment. En fait, c'est un ami qui m'avait conseillé d'y jouer. Donc, il m'avait dit, voilà, faut dépasser... Au début, quand tu joues à ce jeu, en fait, t'es là, ah putain, vas-y, c'est moche, machin. Enfin, surtout quand tu t'es tapé Witcher avant, par exemple, ou un jeu comme ça qui est vraiment 100 fois plus beau. Quand t'es là, tu commences, tu te dis, vas-y, c'est quoi ce jeu? On dirait qu'il est sorti... Franchement, on dirait un jeu qui est sorti... Alors, c'est marrant, parce que quand tu parles, j'ai toujours l'impression que tu dis la même chose sur chaque jeu. Moi, je te visualise en train de commencer un jeu en commençant en disant « Oh, c'est quoi ce jeu ?» Non, mais il aime bien râler, Fred. Non, mais vraiment, le truc, c'est quand tu joues à ça en 2012, tu te dis « Merde, le truc, il aurait dû sortir en 2007, quoi. » Au début, voilà, c'est vraiment insupportable pour ça. Surtout que la façon, les combats sont vraiment archaïques. T'es obligé de foutre la pause toutes les 10 secondes parce que tu peux pas enregistrer plus de 3 actions dans la liste d'attente des sorts. Donc, du coup, t'es tout le temps obligé de mettre la pause. Alors, franchement, c'est chiant. Ça fait vraiment le jeu moisi tiré d'une grosse licence, quoi. D'accord. Au début, tu crois vraiment ça. Mais en fait, heureusement, c'est Game of Thrones, tout le monde l'a vu. Et moi, je l'ai vu, j'aime pas mal. J'aime pas mal. Je connais pas la télé, moi. Ouais. Et ça se lit aussi. Hein. Ouais, et donc heureusement, bon, il y a le fait que ce soit Game of Thrones, les musiques sont très bien, mais c'est l'histoire qui est fantastique. Donc en fait, dans l'histoire, on incarne deux personnages. Alors il y a deux histoires qui sont parallèles l'une à l'autre. Il y a l'histoire de Morst Westford, qui est donc un mec qui est sur le mur, on ne sait pas trop pourquoi au début. Je vais essayer de pas trop spoiler, mais ça va être difficile. Et il y a l'histoire de Alester Sarwick, qui est en fait un noble qui a été déchu de son titre. Enfin, il fait partie d'une maison qui était bannerée de la famille Lannister, mais qui en refait
refusant d'obéir à un ordre des Lannister, s'est condamné à un destin un peu pourri, voilà, c'est lui, et donc qui a dû s'exiler sur le continent voisin avant de revenir à la mort de son père pour réclamer le trône de sa famille, quoi. En tout cas, dès que tu commences, moi je trouve que finalement, il faut déjà avoir vu presque la série, avoir lu les bouquins pour se plonger dedans. Oui, c'est la même ambiance, le même univers, mais c'est spin-off, quoi. Ça fait pas partie des vraiment bouquins. spin-off, ça se passe en parallèle, en fait. Ça se passe vraiment avant le début du premier bouquin jusqu'au moment où Bran tombe de son mur. Donc, C'est tout au début. Ouais. c'est vraiment au tout début du premier livre, ouais. Et donc, ça se passe vraiment à ce moment-là. Alors, ce qui est intéressant, surtout, bon, c'est un RPG, donc on alterne les histoires. Je veux dire, on prend des niveaux, on gagne de l'XP, on débloque des compétences, on ramasse des items, enfin, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est surtout le fait qu'il y ait ces deux personnages qui ont une histoire complètement séparées l'une de l'autre et qui vont finir par se croiser. Et donc, pour finir, en fait, c'est un jeu qui est très, très glauque. Parce que je vais raconter une scène, donc sans trop la spoiler. Il y a un moment dans le jeu où tu es amené à tuer la femme de ton meilleur ami, et pendant que tu tues sa femme, tu entends sa fille qui se fait violer à côté. Enfin, c'est vraiment très glauque là-dessus. Enfin, c'est assez représentatif finalement des C'est un scènes qu'on voit role-playing game, dans le tu peux livre. choisir ta pièce. Soit tu vas tuer ta femme, Non, et pour ça, enfin bon, c'est quand même très adulte. Il faut quand même. L'histoire est très bien. Moi, je conseille d'y jouer, surtout que c'est un jeu qui n'a pas eu un gros succès. Mais il faut quand même avoir le cœur bien accroché. D'accord, eh ben, écoute, en tout cas, moi ça me donnait un peu l'eau à la bouche, mais pas pour la scène que tu as décrite, mais parce que j'aime assez finalement l'univers de Game of Thrones. c'est pas l'eau que vous pensez non plus. L'univers que j'aime bien aussi, c'est toi, Laurent, quand tu vas à Nantes, aux Utopiales. T'es une jeune fille en fleurs. Ah oui, mais carrément. La jeune fille en fleurs, c'est tout de suite dans l'Inside. Plongez au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. On est devant le centre des congrès de Nantes où ont lieu les Utopiales. Et les Utopiales, c'est le festival international de la science-fiction. Comme il y a à la fois des auteurs anglo-saxons et des auteurs français, ça donne une espèce d'image de ce qui se fait en science-fiction et en imaginaire aujourd'hui, quoi. Et qui de mieux que Laurent pour nous faire partager cette convention reconnue dans toute l'Europe et le monde ? Laurent qui va discrètement faire de la pub. Alors, un abonné à Planète Plus No Limites avec nous, Olivier Girard des éditions du Bélial. Alors, les éditions du Bélial, c'est quoi ? C'est une maison d'édition. C'est une maison d'édition qui publie de la littérature de genre depuis 1996 et qui publie aussi une revue qui s'appelle Bifrost, une revue spécialisée en science-fiction, enfin en littérature de genre globalement, mais en science-fiction surtout, avec une grosse partie actualité, dossiers, études, et puis des nouvelles inédites francophones, anglo-saxonnes, enfin traductions, etc., quoi. Qu'est-ce que tu fais ici aux Utopiales en fait ? Tu viens bosser, comment tu vis le festival ? Il y a des auteurs du Bélial qui sont là, donc on fait un petit peu d'accompagnement, on discute. Et puis on voit un peu comment se passent les tables rondes, enfin si nos auteurs sont contents. Et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer les collègues, les copains surtout. Donc c'est un petit peu, c'est à la fois boulot et plaisir, quoi. C'est comme tous les ans et ça c'est plutôt très sympa, quoi. Ok, merci Olivier. Regardez ça, ah quel talent. Là je vais aller animer la rencontre avec Dave McKean, qui est un dessinateur que j'adore. Et ça va être super, j'espère que ça va être super. Aucun doute. Bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre avec Dave McKean. Je suis vraiment ravi d'être là et de partager ce moment avec lui et avec vous. My question was about influences. Doing comics. Comics were my first love, and I met Neil Gaiman when I was still in art school. And we liked each other very much. I liked what he was writing, he seemed to like my drawings. And we both were quite ambitious. Our first book was called Violent Cases, which we showed to editors at DC Comics and got, surprisingly, they gave us work. I don't quite know why they gave us work, but they did. Je viens de repérer Patrick Marcel, le traducteur de Neil Gaiman, et Pascal Haute-Billon, l'éditeur de Folio SF. On va aller les surprendre. Qu'est-ce que fait un éditeur comme Pascal Haute-Billon aux Utopiales de Nantes ? C'est quoi l'emploi du temps ? L'emploi du temps, c'est rencontrer des gens que j'ai pas la possibilité de rencontrer par ailleurs. Et de voir si tout se passe bien pour les auteurs en dédicace. Là, il y a énormément de monde actuellement pour Alain Damasio, par exemple. Bon, bah ça, voilà, de vérifier que tous les livres sont présents, d'essayer de rencontrer un maximum de gens. C'est informel, mais c'est du boulot.
Voilà, tout à fait, c'est exactement c'est du ça. plaisir à la fois aussi. Ah bah évidemment, sinon je ferais plus ce métier, enfin voilà. Patrick. Oui. Tu es traducteur de Neil Gaiman, un de ses traducteurs. Oui, un de ses traducteurs. Mais enfin, donc tu viens de le rencontrer là, j'imagine. Oui, en tant que fan, je me suis fait dédicacer certains de ses bouquins. D'accord. Et bon, t'as pas eu le temps de discuter? Pas tellement, non. Mais non, bah non, il y avait une file de 2 kilomètres derrière nous, on se serait fait lyncher. Oui, bon. J'ai pas de scoop, non. Bon, alors quel est le programme pour toi, à part voir des copains? Bien, voilà, voir des copains, traîner, me faire dédicacer des bouquins par Michael Moorcock que je n'ai jamais rencontré. D'accord. Bon, alors ce qui nous prouve qu'on peut être traducteur et fan avant tout. Voilà. Oh oui, bah oui, oui. Là, je suis pas. C'est entièrement pour moi que je suis ici. D'accord. Merci Patrick Marcel, merci. Neil Gaiman que Laurent va réussir à intercepter en utilisant tout son corps et son sac à dos. Eh ben, on est avec Neil Gaiman, l'invité d'honneur du festival. So, how are you doing on this festival? What do you think of the French audience? And, I love the French audiences and I love the festival. They've been inviting me here for, I think, about 14 years. Oh. And for 14 years, I've said no every year, but ask me next year. And finally, okay. Because it's the same weekend, the weekend after the World Fantasy Convention. Okay. It's the weekend of my birthday. Okay, happy birthday, by the way. Thank you. So I normally can't make it, and this year I said I had to. Okay. And I love it. I wish I had come 14 years ago. Okay, you have to come back next year and years later. I definitely do, and next time I will bring my wife. Okay, great. Thank you. Thank you. Ouais, c'était cool. Pas de doute, Laurent, tu assures. Une autre jeune fille en fleurs sur ce plateau, c'est moi. Rubrique série télé avec David. Oui, ce sont mes fantasmes. Et je suis une jeune fille en fleurs, nous sommes tous des jeunes filles en Et fleurs. je t'aime avec des couettes. Voilà, je suis une sorte de Punky Brewster sur ce plateau. Allez, non, moi je vous emmène en 1996. On fait une série finalement assez récente, c'est la série Le Caméléon. Peut-être que vous vous rappelez de la trilogie du samedi sur M6. Il y avait Le Caméléon, il y avait Buffy. Non, non, Ulrich, c'était de la merde. C'était filmé avec un iPhone alors qu'il n'existait même pas, c'était horrible. horrible. Donc Le Caméléon, c'est une série NBC, 86 épisodes de 42 minutes, 4 saisons, et tout de suite, le générique. Il existe des êtres doués d'une intelligence supranormale, des génies qui possèdent entre autres la faculté d'assumer la En 1963, les chercheurs d'une entreprise... Franchement, c'était nul. C'est quoi ces pouvoirs? Il pouvait changer de couleur ou... c'était nul. Non, moi j'aimais pas. C'est un générique que pas cher. Avec son nom Jarod, ça m'énerve. Non mais ça faisait cheap. Regarde-moi ça, il y a des mecs... Franchement, il n'y a rien. Malgré le logo flouté, en fait. C'est Destin le film en fait, ouais. Regarde, Manpower, là. C'est vrai, t'as raison, c'est clair. Jouer à destin pour changer de vie. C'est une série pour Yumi. Alors, vous êtes en train de me casser parce que je suis... Voilà, la jeune fille en fleurs, c'était moi, derrière le sang. Non, alors, je vous trouve très très dur avec cette série. Elle est d'ailleurs... chiante, arrête. Non. Le principe, vous l'avez vu. Alors c'est génial parce que le générique, il y a la voix off qui explique le concept, il y a le texte qui explique le concept, et moi je vais vous réexpliquer le concept. Non mais voilà. Vous changez des envahisseurs. Mais c'est un enfant qui a des super capacités. On le kidnappe et il va être dans le centre pendant des années. On va utiliser son analyse pour commettre des méfaits un peu à droite à gauche. Un jour, il se barre du centre et il se dit voilà, je vais essayer de réparer le mal que j'ai pu faire. En tout cas, je vais essayer de le compenser. Est-ce que c'est tourné au Canada? C'est tourné. Bon, souvent, les séries de toute façon sont tournées à Vancouver. Toujours laid. Toronto. C'est toujours laid, quoi, les trucs tournés. Ouais, mais alors cette série, elle est très particulière. La première saison, elle est composée de stand-alone. Alors ça, je vous rabâche toujours les oreilles avec ça. Stand-alone, c'est un épisode qui a un milieu, un début, une fin. Chaque épisode, le personnage de Jarod va assimiler une profession. On le voit moniteur de chute libre, on le voit dentiste. Code Quantum, quoi. Ouais, mais moi, tu sais que j'aime ça. De toute façon, dès que ça change, j'adore ça. Il y a les transformistes, en fait. Ouais. Mais à partir de la saison 2, ça va devenir très mythologique, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des autres caméléons. Il va y avoir pas mal de révélations par rapport à ça. Il y a des caméléons contre des caméléons, ils essaient de retrouver, qui font du mal. Enfin voilà, c'est vraiment très intéressant. Il y a plein de petits jeux assez subtils avec le spectateur. Notamment, Jarod n'a pas de nom de famille. Mais alors, les gens qui poursuivent Jarod ont exactement à peu près la même... Mademoiselle Parker est très bonne.
J'adore quand Fred rajoute des anecdotes sexy. Mais Mademoiselle Parker n'a pas de prénom. Sidney, qui est le père adoptif de Jarod, il l'a adopté dans le centre, n'a pas de nom de famille. Donc voilà, il y a toute une petite équipe qui va poursuivre le caméléon. Et le caméléon, derrière cette histoire-là, il y a celle de Ferdinand Demata Jr., qui est un véritable caméléon. C'est un personnage qui a existé pendant 30 ans. Il a, avec sa... un véritable caméléon, ouais, non. Je me dis, qu'est-ce que ça fout là, quoi. Et quand il avait faim... Voilà. Non, c'est fascinant. Non, c'est une histoire vraie, pas avec le sang, mais avec cette faculté. C'est une faculté photographique. C'est des êtres, enfin, en tout cas, c'est des hommes qui, en passant quelques heures avec quelqu'un, arrivent à tout assimiler les gestes. Et Ferdinand Demata Jr., je ne sais pas s'il était espagnol, mais en tout cas, il avait un nom ça sonnait sympa. un petit peu quand même. Voilà. Il a notamment pratiqué des opérations à cœur ouvert. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'était quoi son métier dans la vie à ce mec-là? C'est un mec qui a changé de métier d'année en année, quoi. Dès qu'il sentait qu'il allait être démasqué, il filait ailleurs. Et voilà, ça a donné l'idée, en tout cas, aux deux créateurs. Mais démasqué de quoi? Il venait d'où? Je ne comprends plus rien, monsieur Fressino. Non, mais Ferdinand Demata, c'est un vrai personnage dans la vraie vie? Oui, c'est un vrai personnage. D'accord. Ils se sont inspirés de son histoire pour créer le personnage de Jarod. Voilà, donc les deux créateurs, les deux showrunners, c'est Stephen Long Mitchell et Craig Bang Sinkle. Ce qui est intéressant aussi, je vais pouvoir sortir un autre terme technique, c'est le crossover. Puisque NBC à l'époque diffusait et le Caméléon et Profiler, qui alors là par contre est une série que je n'aime pas du tout, avec une nana qui enquête machin sur les tueurs en série. Et pendant un épisode, Jarod et le personnage du Profiler vont se croiser. Donc voilà, je pense que je vous ai pas réconcilié avec le caméléon, les amis. Moyen. Avec Manimal, ça aurait été bien. Et Michael T. Weiss, qui est le comédien principal, que tu n'aimes pas, mais ça doit être ton Scott Bakula bis. Ouais, c'est vrai. En fait, c'était le choix numéro 1 des créateurs. Ils ont même dit à NBC, s'il n'est pas dans la série, nous ne ferons pas la série. Et d'où sortait ce mec pour qu'il le choisisse à ce point-là? Alors, il venait d'un soap pourrave américain, mais voilà. Et ben moi, je prends le pari, j'adore Michael T. Weiss, et on l'aura un jour en interview carrière, mais ce n'est pas lui sur qui nous nous penchons aujourd'hui. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Aujourd'hui, nous recevons le King. Mais non, pas Elvis, mais le pape de l'heroic fantasy, Monsieur Michael Moorcock. Né en 1939, il commence sa carrière comme rédacteur à la revue Tarzan Adventures. Il recevra des distinctions prestigieuses pour Voici l'homme, le chevalier des épées, les terres creuses et de nombreux autres. Ça doit occuper de la place sur les étagères, non? Mais comment as-tu commencé? J'ai commencé à faire des petits magazines quand j'avais 9 ans, sur une machine à écrire avec du papier carbone. Il y avait juste le nombre d'exemplaires que l'on pouvait obtenir avant que le carbone ne devienne illisible. Et c'était le premier magazine que j'ai fait. Puis j'ai créé des fanzines, dont un qui parlait d'Edgar Rice Burroughs, ce qui m'a valu d'obtenir un boulot sur Tarzan Adventures. J'avais écrit des articles qui s'en prenaient au rédacteur en chef, que je n'aimais pas et qui ne m'aimait pas non plus. Mais par chance, tous les autres membres de la revue le détestaient aussi. On m'a donc proposé le travail et tout a commencé comme ça. Quel était votre projet à l'époque? J'étais juste un auteur qui travaillait. J'écrivais n'importe quoi, des articles, de la fiction. J'écrivais tout ce que demandaient les revues. J'ai commencé par écrire des histoires, vous voyez, de petites histoires pour les journaux. Et grâce à ça, j'arrivais à obtenir un peu d'argent. Comment avez-vous créé Elric? En fait, à l'époque où l'on m'a demandé d'écrire les premières histoires d'Elric, je ne lisais plus de fantasy car le genre m'ennuyait. Donc j'ai fini par dire au rédacteur en chef que j'allais tenter de travailler ce genre de manière totalement différente. Il était d'accord et c'est parti comme ça. Ensuite, le public a aimé le premier et il m'a demandé d'en écrire un autre et encore un autre. C'est comme ça que ça a commencé. L'idée du champion éternel était-elle là dès le départ? Oui, depuis le début. J'avais 17 ans et j'ai écrit dans un fanzine le premier récit du champion éternel. Mais je ne l'ai pas fini car le fanzine s'est arrêté.
Plus tard, pour le magazine dans lequel je publiais Elric, j'ai terminé la première novella du champion éternel. Puis encore plus tard, j'ai écrit un roman à partir de cette même histoire. Vous vous considérez comme un anarchiste? Oui, un adepte de Kropotkin, plutôt que de Bakounine. Je suis un pacifiste anarchiste, si vous préférez, plutôt qu'un anarchiste avec une bombe à la main. Cet anarchisme se ressent-il dans votre œuvre? Une des intrigues classiques de ma fantasy montre quelqu'un qui travaille pour un camp et qui s'aperçoit que l'autre camp est aussi bon, puis finit donc par changer de camp. C'est lié à mon sens de la justice, si vous voulez, mais aussi à un élément métaphysique. Une sorte d'équilibre cosmique qui balance entre la loi et le chaos. Et les héros se battent pour maintenir cet équilibre. Il y a donc un peu d'anarchie et un peu d'ordre dans mon œuvre. Seriez-vous tenté par l'écriture d'un scénario pour une série télé? Non. Car c'est un travail ennuyeux. Pas d'écrire l'histoire, mais le processus d'écriture pour la télé. Des dizaines de personnes doivent donner leur accord. Je m'en suis rendu compte avec le livre. On vous dit qu'il ne faut pas faire ci ou ça. Cette intrigue contredit cette autre intrigue. On a très peu de liberté. C'est faisable, mais dans les années 70, je l'aurais peut-être fait, parce que j'adorais Tom Baker, et j'aurais aimé écrire pour lui. Je le connaissais un peu. Enfin, je l'ai rencontré une ou deux fois au pub. Et je l'aimais parce qu'il était le plus anarchiste de tous les docteurs. Il était toujours bourré et sous Valium. Il improvisait énormément. Et ses impros étaient meilleurs que les scénarios. Mais on voyait bien que les autres acteurs se demandaient ce qu'il se passait, car il changeait tout le scénario. Si vous connaissiez déjà Moorcock, c'est le moment de ressortir vos livres de vos étagères. Pour les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Laurent, comment était Moorcock? On a discuté de Jerry Cornelius parce que j'avais utilisé ce perso dans un bouquin et tout ça. Et voilà, j'ai envoyé mon bouquin, c'était super. Voilà comment Laurent se lie d'amitié avec tous les gens qu'il croise. Allez, tout de suite, on continue avec la culture japonaise. Rubrique culture japonaise avec RL. Je vais aborder un des emblèmes de la culture nippone. Vous avez une idée? Le riz. Moi, je lis des fiches, donc je connais. Ah, arrête de copier. Non, bon, on va découvrir lequel en images, alors, s'il vous plaît, les images. Allez. Oh, les geishas. C'est les robots geishas. Comment t'es trop reconnu? Voilà, les geishas qui ont toujours eu une image un petit peu ambiguë. Oui, c'est vrai. Donc on va peut-être un petit peu en parler quand même. C'est des assassins prostituées, non? C'est pas ça? C'est juste des ninjas. Est-ce que ce sont des filles de joie ou En fait, le métier apparaît au XVIe siècle. Donc c'est l'ère Edo au Japon, c'est le shogunat. Un système féodal hyper sévère qui réserve des quartiers à la prostitution, et en particulier la prostitution de luxe. Et en fait, dans ce milieu, les yujo, oiran, taioyu, c'est toutes les prostituées de luxe avec différents rangs, en fait, font patienter les hommes qui viennent les voir. Et évidemment, quand ils patientent, il faut qu'ils consomment. Et donc, on les divertit. C'est comme les bars où Rurik et moi, on finit ces émissions. Donc, en fait, à la base, c'est un métier d'homme.
C'était Taiko Mochi, et c'est devenu finalement une profession de femme. Bon, ça peut se comprendre aussi, c'est que des femmes dans ce milieu-là. Bon, entre femmes, du coup, ça évite un peu les débordements. Des fois, il y avait ce qu'on appelait la double patente. Il y en a travaillé la double patenteuse, ça fait mal. Oui. Elle faisait quoi qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, elle se déclarait comme geisha, mais elle faisait aussi des cachets à côté de prostitution. Coquine. Ou de par contre, je ne sais pas aussi. si tu vas peut-être le dire après, tu m'arrêtes si tu veux le dire, mais quand elles font patienter en attendant de les prostituées de haut rang, qu'est-ce qui se passe? En fait, elles vont faire la même chose que le métier actuel. Je comprends pas bien en fait. Les geishas, c'est les dames qui font patienter les hommes, c'est ça? Voilà, alors en fait, elles sont censées les divertir. C'est maintenant le métier qu'elles ont à 100%, c'est un métier de tradition. Elles arrivent comme ça, regarde. Elles sont gardiennes d'une tradition culturelle, de musique. Elles ont un entraînement très très dur, très très strict, de plusieurs instruments. Elles doivent maîtriser le koto, le taiko, le shamisen, le chant, la danse, la cérémonie du thé. Et la conversation, parce qu'elle continue à animer des banquets, on va appeler ça des banquets. Donc si on veut voir des geishas, c'est pas tellement accessible, c'est un peu comme les formations, il faut être initié, voilà. À Kyoto, il y a le Gion Corner, c'est une salle de spectacle, elles font des spectacles régulièrement dedans, donc là, bon, ça coûte un petit peu cher, mais on peut venir les voir. Alors j'ai une petite question, comment reconnaît-on une geisha aujourd'hui? Le maiko, c'est le nom des apprentis geisha, maiko, geiko pour les professionnels. On va faire la différence avec plein de petits détails. La maiko, parce que c'est souvent les maiko, elle a toujours que le bas pain. C'est le signe d'apprenti. Elle a toujours un col très rouge. Plus il est blanc, plus son grade monte. Quand il est complètement blanc, c'est une geiko. Elle a plus du tout le même costume. Elle porte des trucs beaucoup plus sobres. Elle ne se maquille plus le visage en blanc. Elle ne met pas de perruque. Ça, c'est super. Vraiment, le numéro 1, c'est la perruque. C'est que les geiko, les professionnels vraiment affirmés, qui mettent des perruques. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qui permettent d'en savoir plus. C'est vachement. Tu vois, moi, j'étais persuadé que c'était des prostituées. Non, ça fait vraiment plusieurs décennies maintenant qu'il n'y a plus aucune ambiguïté là-dessus. En fait, de toute façon, d'après ce que je comprends, elles n'ont jamais été. Voilà, quand elles l'étaient, c'était une drill. Voilà, c'était des heures sup, quoi. Non, c'est ça. C'était alors, je vais juste recommander quelques bouquins vite fait. Pour pas faire d'heures sup, dis-nous. Voilà. Donc le livre de Lisa Dalby qui s'appelle Geisha, qui est vraiment super bien fait, où elle s'est immergée dans le milieu. Les mémoires d'une geisha de Yuki Inoue. C'est une geisha qui raconte son histoire. C'est une vraie biographie. Et attention, surtout pas le livre d'Arthur Golden. Je vous explique pourquoi. La geisha dont il a recueilli le témoignage, qui s'appelle Iwasaki Mineko, a été carrément bannie du milieu. Elle a dû arrêter sa carrière. Pourquoi est-ce qu'elle a eu un problème à cause du bouquin? Quel est le problème? Parce qu'en fait, déjà, il ne devait pas dévoiler les noms des clients ou les choses comme ça, c'est hyper secret. Ouais. Et il a fait beaucoup de transgressions là-dessus, par rapport aux préjugés aussi, justement. Le fait que maintenant, elles sont blanchies de toute cette histoire de prostitution et qu'elles mènent un travail hyper sérieux. Voilà, et il a rajouté des trucs qui n'étaient pas vrais, en fait. Et du coup, les autres geishas de la profession ont cru que c'était à cause d'elle. Et elle a été énormément raillée, elle a eu beaucoup de problèmes à cause de ça par rapport à ses consoeurs. Voilà, les problèmes, c'est pas bien. Tout de suite, une enquête geek. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Le vampire hante le cinéma depuis sa création par les frères Lumière. Quels sont donc les films emblématiques, les pépites? Comment s'est développé ce cinéma? Rencontre avec The Expert S Vampire, Jacques Sirjean. Méliès a-t-il réalisé le premier film de vampire? J'aimerais bien que Le Manoir du Diable soit le premier film de vampire, puisque je l'ai, mais je l'ai scruté, je l'ai regardé de très près, j'y réfléchis. Il y a beaucoup de petites scénettes avec des personnages un peu fantasques et fantasmagoriques. Il y a une femme qu'on peut associer à une femme vamp, mais non. C'est comme il y a eu beaucoup de films américains avant les années 20 qui comportent le nom vampire dans le titre, aucun ne parle vraiment de vampire. Alors quel est le tout premier? Alors, si on exclut le film de Méliès, il y a bien sûr le film de Murnau de 1922 qui a failli disparaître totalement puisqu'ils avaient décidé d'adapter le Dracula de Bram Stoker sans demander l'autorisation à sa veuve Florence Stoker, qui n'a pas apprécié ça, qui aurait été prête à signer un accord. Mais au bout de plusieurs années de procédure, elle a réussi à avoir gain de cause, on a brûlé toutes les copies, mais heureusement, les producteurs avaient réussi à faire passer le négatif en Amérique du Nord, et ce qui fait qu'il reste, heureusement, un chef-d'œuvre, donc le premier film muet parlant de vampires. La film britannique Hammer Films va marquer le cinéma de vampires dans les années 50 et 60. Mais comment tout cela a-t-il débuté? À l'origine, c'était le studio Universal qui avait adapté tous les mythes fantastiques à l'écran, le loup-garou, la momie, le professeur Fou, Frankenstein, Dracula.
Et ils avaient été fortement impressionnés par The Curse of Frankenstein, le premier film d'épouvante de la Hammer, avec Christopher Lee dans le rôle du monstre de Frankenstein, et qui a fait un tabac phénoménal. Donc les Américains ont décidé de vendre les droits de l'adaptation de tous leurs films de monstres à la Hammer Film, plutôt que de les faire eux-mêmes, ce qui est assez étonnant. En gros, ils étaient quand même choqués par le côté très décadent des films qui pouvaient poser problème sur le plan de la moralité américaine. Donc ils préfèrent que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse les films. Alors c'est ça, la beauté des décors, la qualité des dialogues, et puis le choix extraordinairement judicieux d'avoir trouvé Christopher Lee, qui est, à mon avis, le meilleur Dracula qu'on trouvera jamais. Christopher Lee le jouera à de nombreuses reprises. Dracula, Prince des Ténèbres en 1965, Dracula et les femmes en 1968, Une messe pour Dracula en 1969. On oubliera Dracula, père et fils en 1976, avec à ses côtés Bernard Ménez. Quelles sont les meilleures réussites de ces dernières années? Les réussites de ces dernières années, heureusement il y en a, c'est le Morse, le film suédois, sur un petit garçon pris à partie par ses copains d'école, qui ne sont pas ses copains, qui souffre de douleur, qui trouve pour le défendre qu'une petite fille vampire. The remake américain, Let the Right One In, qui est une réussite presque égale à l'original. Il y a surtout une adaptation du mythe de la comtesse Bathory, un film québécois qui s'appelle Éternel, ou le mythe de la comtesse Bathory, donc cette jeune femme jugée pour soi-disant s'être baignée dans le sang de jeune vierge pour rester jeune, qui était en meilleure vivante, se trouve transposée dans le Canada d'aujourd'hui, où on voit la méchanceté d'aujourd'hui confrontée à celle d'hier, et encore une fois on voit que les humains sont peut-être pires que les vampires d'hier. Et sinon, ton avis sur la saga Twilight? Un sujet délicat. La série Twilight, je ne suis pas un fan. Pas de la série des livres Fascination, qui est très mal écrite. Et est-ce qu'on peut faire un bon film d'un très mauvais livre? Il y a eu des réussites, là c'est pas le cas. C'est même pas romantique, c'est faussement sentimental, c'est pas une histoire de vampirisme, c'est une entreprise bassement commerciale. Donc ça fait des dégâts, parce que les gens ont l'impression que le vampire c'est ça. Les gens qui n'ont jamais entendu parler du vampire, qui ne s'intéressent pas au thème. Et on aurait pu me dire, tiens, ça mène déjà à votre musée, pas du tout. Les gens qui aiment ces films-là ne s'intéressent pas à l'histoire, pas au symbole, et encore moins à l'amour. Donc en gros, c'est la pire chose que j'ai vue ces dernières années. Quelle est l'image du vampire aujourd'hui? Quand on a surnommé les banquiers lors de la crise de 2008 les banquiers vampires, je me suis dit c'est une insulte pour les vampires, ça, parce que les vampires donnent quelque chose. Ils prennent le sang, mais ils donnent la vie. Les banquiers prennent tout, ils donnent rien. Donc de ce côté-là, il faudrait comparer l'image du vampire telle que les gens l'aperçoivent généralement, la méchanceté du vampire comparée à la méchanceté réelle des gens d'aujourd'hui. Et ce côté-là, je pense qu'il y a encore beaucoup à dire. Comment peut évoluer le vampire au cinéma? On dit qu'il y a beaucoup de films de vampires, donc ça plaît. Je dis non, il y a beaucoup de films de vampires parce que c'est un film facile à faire. Il n'y a pas besoin de scénario. Le vampire sort la nuit, il mord et tue, donc on n'a même pas besoin d'histoire pour ça. Donc c'est souvent par facilité qu'on fait des films de vampires. Il suffit d'y ajouter quelques scènes de nu. Donc je suis un peu pessimiste quant à l'avenir du vampire au cinéma. Mais le vampire a toujours su renaître de ses cendres de toute façon. Donc je me trompe, j'espère que je me trompe. La rédaction de Plus ou Moins Geek vous en conseille quelques autres. Thirst, Vampire, vous avez dit vampire, 30 jours de nuit, ou encore Entretien avec un vampire. Et on remercie Jacques Sirgeant de nous avoir si bien accueillis. Alors si vous voulez visiter l'endroit où on a fait l'interview, c'est le musée des vampires qui tient juste à côté de Paris. Donc voilà, vous pouvez aller lui rendre visite, c'est un homme charmant. On enchaîne avec une autre personne charmante, c'est Yumi. Coucou Yumi, à toi. Rubrique cosplay avec Yumi. Aujourd'hui, 4 indices pour découvrir mon invité du jour. Indice numéro 1, c'est tiré d'un manga avec plein de combats. Indice numéro 2, on voit souvent sa culotte. Indice numéro 3, elle porte quand même une armure. Quatrième indice, elle a un dragon. Vous avez quelques secondes pour réfléchir. Il est maintenant temps que j'accueille mon invité du jour. Bonjour. Bonjour. Donc pour l'instant, tu es en civil, mais comment est-ce que tu préfères que je t'appelle? Par mon prénom, Julie. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis hôtesse de l'air. Sous ses airs d'hôtesse de l'air, Julie cache une identité secrète. Découvrons-la tout de suite.
Donc Julie, tu vas nous parler un peu de ton cosplay, déjà de où il vient, de quelle série, pourquoi il t'a plu. C'est un personnage qui vient de la série Ikitosen, qui s'appelle Unsho Kanu. C'est une série qui parle de petites écolières qui sont en fait des ancêtres combattants réincarnés. Et donc elles se tapent dessus en petites culottes, avec leurs vêtements qui se déchirent, on voit leurs seins, leurs fesses, c'est très sexy. Et à la fin, elles ont des super tenues de guerrières très, très hautes. Au niveau de la création, est-ce que tu t'es inspiré de patrons? Est-ce que tu as regardé sous tous les angles en regardant la série 25 000 fois? Alors en fait, je me suis inspirée d'une figurine. Donc comme ça, j'ai pu voir vraiment tous les détails au niveau de la figurine. Je l'avais, je pouvais voir exactement les armures, tous les détails. J'ai en fait pris des vêtements que j'avais déjà et j'ai reproduit par exemple une jupe. Et en fait, j'ai découpé des triangles pour faire les parties triangulaires et j'ai mis de la craie à mousse souple dedans pour que ça soit rigide. Et pareil pour le haut, j'avais un soutien-gorge et j'ai repris avec un papier en déposant sur mon soutien-gorge et après en déposant sur de la craie à mousse de 5 mm que j'ai thermoformé avec un sèche-cheveux pour que ça garde la forme. Ensuite à l'intérieur, j'ai mis de la fibre de fer avec de la résine. Ça a mis 3 jours à sécher, puis après ça avait la forme, ça bouge plus et c'est nickel. Donc tu utilises quel type de peinture? J'ai utilisé de la peinture acrylique que j'ai fait à l'aérographe, donc avec une petite machine. Et j'ai utilisé aussi de la peinture 3D pour faire des reliefs sur les petits dragons. Tu as une tête de dragon là sur une partie de tes épaulettes. Alors ça en fait c'est une amie à moi qui a fait le groupe cosplay avec moi. Elle a utilisé de la mousse expansive sur un carton et comme elle s'est très bien sculptée, elle a sculpté la tête de dragon et après elle l'a recouvert avec de la pâte à durcir et après on a juste eu à le peindre. Et c'est très léger et ça pèse pas lourd donc très pratique. Donc toutes tes épaulettes sont en craie à mousse. En craie à mousse, oui, de 5 mm. Peut-être parler un peu de tes chaussures. Donc est-ce que tu t'es inspiré d'une paire déjà existante et que tu as customisée ou... Maintenant, j'ai regardé ma figurine, exactement les chaussures. J'ai juste fait une bout de cover violette et j'ai rajouté par-dessus les pièces d'armure que j'ai mis avec mon ami le scratch et la colle chaude. C'est le moment du petit conseil de Julie. Ça serait plutôt un conseil pour les débutants, les cosplayers qui souhaitent faire leur premier cosplay. Je leur dirais qu'ils choisissent un cosplay vraiment qui leur plaise et qu'ils n'hésitent pas à essayer de le faire par leurs propres moyens. C'est comme ça qu'on progresse. Il ne faut pas avoir peur de faire un cosplay pas beau parce qu'on est tous passés par là et on a tous un cosplay de la honte et c'est marrant plus tard, on en rigole. Donc petit instant promo. Oui, alors donc du coup, d'avoir fait du cosplay, ça m'a donné envie de créer ma propre marque, Kawaii. Comme dans les magasins, on ne voit pas trop de vêtements originaux, colorés, j'avais envie de le faire moi-même. Pour le cosplay de Kanu, 2 mois de travail, 12 pièces et 4 mètres de craie à mousse. Coupé. Yumi d'ailleurs qu'on retrouvera prochainement pour un Inside, ça sera à son tour. Et en attendant, c'est au tour de Rurik. Rubrique cinéma avec Rurik. C'est vrai. En fait, voilà. J'adore ces reprises plateau. Voilà, c'est un métier. C'est l'art du montage, c'est extraordinaire. J'ai choisi un film, et ça c'est déjà pas rien. Hein. J'ai choisi un film qui ne... Je ne sais pas si tu l'as vu ou pas, mais en tout cas le titre va te parler. Je vais vous demander ces quelques images, s'il vous plaît. Voilà, une ville, 3 réalisateurs, un film. Ok, fin de rubrique. Tokyo, voilà, Tokyo. C'est un film extraordinaire que très peu de gens ont vu. C'était un flop. Complètement. Et il réunit... Alors, regardez bien cette petite japonaise, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Voilà. Il réunit 3 réalisateurs absolument incroyables, Michel Gondry, Léos Carax et Bong Joon-ho. C'est quand même pas de la série Z du Réal. Personne ne l'a vu, personne ne sait ce que c'est. Et surtout 3 mecs que tu vois pas forcément travailler ensemble. Pas du tout. Denis Lavant qui refait une appart. Enfin, il y a plein de choses à dire. Là, c'est le sketch de Léos Carax, je vous en parle après. 3 sketchs. Donc le premier, c'est en fait, qu'est-ce que c'est que ce concept? Il y en a pas. Grosso modo, on a été voir les 3 mecs, on leur a dit faites un sketch sur Tokyo. Voilà, merci, au revoir. Boum, ils sont partis. Donc du coup, Michel Gondry fait du Michel Gondry avec une étrange histoire de couple qui se cherche un peu dans Tokyo, relativement jeune, la trentaine, bon voilà. La fille trouve pas sa place dans la vie, elle a un problème avec une amie, elle cherche un travail, elle cherche un truc, et au fur et à mesure, elle se transforme en chaise.
Voilà. Peut-être que sa place dans la vie, c'est d'être une chaise. C'est un peu rhinocéros. Voilà. Cette fille, c'est Ayako Hujitani, c'est la fille de Steven Seagal. Voilà. Je vous le dis parce que c'est la grande copine de Michel Gondry. Voilà. Deuxième sketch hallucinant de Léos Carax qui est revenu d'entre les morts, j'ai presque envie de dire, avec Holly Motors, puisque ça faisait des années qu'il n'avait pas tourné. Léos Carax fait un film qui s'appelle Merde, voilà, tout simplement. Et Léos Carax, il faut savoir qu'il n'aime pas Tokyo. Alors, il met un personnage qui s'appelle Merde, c'était Denis Lavant, vous l'avez vu, avec son œil blanc, tout barbu, qui sort des égouts et qui se promène, qui court comme ça, qui tape un peu les gens, qui mange les fleurs et qui jette des grenades sur les gens, sans raison. C'est le tournage, parce que les Japonais qui sont assez carrés... et c'est complètement... Alors, il y a un incroyable plan, il aime bien ça, Léos Carax, il y a un incroyable plan au départ qui suit Denis Lavant. Il y a 2-3 figurants qui savent qu'il va manger les fleurs, mais les autres ne savent pas. Et il se fait défendre, il se fait arrêter, il se fait défendre lors d'un procès, parce qu'en plus il a une langue, personne ne comprend rien. Et c'est Jean-François Balmer, qui est donc un avocat, le seul habilité à parler la langue de ce Merde. Écoute, je te jure, j'ai regardé ce film, j'ai regardé en DVD, en plein milieu de la nuit, j'ai arrêté le film après son sketch pour décompresser, pour assimiler le truc. J'ai trouvé ça mais tellement hallucinant. Je me suis dit, mais comment se fait-il que ce mec ne tourne pas plus que ça? Et justement, j'ai rencontré Bon Joon-ho, réalisateur du 3e sketch un peu plus tard. J'en avais parlé. Je lui ai dit, il est incroyable le sketch de Carax. Et Bon Joon-ho me disait, ben oui, quand le film a été projeté à Cannes, il était très très stressé. Ça faisait 8 ans qu'il n'avait pas fait de film. On peut repréciser quand même que Léos Carax avait fait Les Amants du Pont-Neuf, qui est un des plus grands flops financiers de l'histoire du cinéma français. Ils avaient commencé à tourner sur le Pont-Neuf. Ils ont reconstruit le Pont-Neuf, qui en plus a été détruit. Ça a flambé, je crois, et ils le reconstruit quand même. Oui, mais c'est fou. Et donc Bon Joon-ho me disait, avant la projection cannoise, Carax flippait, ça faisait 8 ans qu'il n'avait pas représenté un truc, et après il était un peu plus posé, il a été voir Bon Joon-ho et Michel Gondry, il leur a dit, vous savez, vous avez construit une carrière, vous avez commencé à faire des films depuis 8 ans, et ben vous, toute votre carrière, je n'ai pas fait un seul film en 8 ans. Donc voilà pourquoi je stressais beaucoup. Donc il est revenu. Et le 3e sketch, c'est un hikikomori, c'est donc un personnage qui ne sort jamais de chez lui, qui n'ose pas sortir, et un jour il y a une livreuse de pizza, super jolie, qui vient lui livrer une pizza, et c'est la première fois qu'il croise le regard de quelqu'un quasiment. Et il est tellement amoureux de cette femme qu'il n'arrive plus à revoir, qu'il se dit, il faut que je sorte de chez moi. Bah voilà, tout ça pour vous dire, chopez le DVD, débrouillez-vous, regardez ce film, c'est un ovni, c'est extraordinaire de liberté, vraiment, c'est... faites ce que vous voulez et c'est stupéfiant. 3 réalisateurs, 3 univers incroyables, vraiment, vraiment incroyables. Je ne sais pas s'il y aura une suite, peut-être que nous trouverons François dans Tokyo 2, le retour. Allez, mais en attendant, François nous présente un nouveau talent issu du web. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Salut les amis, alors aujourd'hui j'ai la solution pour faire grimper les audiences, il faut me faire confiance. Envoyez-moi ici Yumi et RL. En maillot de bain c'est mieux. Je les vois très bien ici en train de se masser, et puis on ne sait pas ce qui peut se passer, les mains ça se balade, et puis ça s'embrasse, hein, c'est japonais, on ne sait pas. Voilà, donc c'est une solution comme une autre, mais je pense que ça peut marcher, faites-moi confiance. Tout de suite en attendant un talent web. Une fois n'est pas coutume, pas de réalisateur de court-métrage, d'humoriste, ni de web-série dans le talent web, mais un site. Oui, un site à découvrir. L'excellent Forgotten Silver. Mais qu'est-ce que Forgotten Silver, me direz-vous? À l'origine, c'est un fanzine papier. Comme je voulais aussi en faire un site internet pour d'abord un blog, pour partager des vidéos, parce que forcément sur papier, c'était pas compatible. Et puis finalement, ça a pris le pas parce que ça prend trop de temps à faire du fanzine papier. Donc, j'y parle de cinéma, de restauration, de haute définition, de scènes coupées, de documentaires sur le cinéma qui sont en production ou qu'on retrouve comme des making-of d'Indiana Jones peu vus ou des choses comme ça. On a à peu près entre 1500 et 2000 personnes par jour. Ça a pris une ampleur qui me dépasse un peu, mais qui reste quand même assez sympathique. Pourquoi le nom Forgotten Silver? Alors, Forgotten Silver, à la base, c'est évidemment un documentaire de Peter Jackson et son collègue dont j'oublie toujours le nom, qui est donc un faux documentaire sur un cinéaste australien qui aurait découvert la couleur, le parlant, enfin des choses assez absurdes. Et il y a cette quête toujours de découvrir des choses et je trouvais que le nom sonnait pas mal. Donc c'est pour ça que je l'ai pris pour le site. Comment trouves-tu ces bonus? Alors évidemment, il y a les supports officiels comme les DVD et le Blu-ray. Il y a un gros travail quand même fait par les éditeurs pour rechercher dans leurs archives.
Après, voilà, il y a des choses qu'on peut aussi trouver évidemment sur YouTube, qui est une mine pour trouver des choses un peu inédites. On y trouve des scènes coupées du premier Rambo, issues d'un montage télé, des choses qu'on ne trouve pas en DVD. Donc il y a forcément des choses à explorer. Ce qui est fascinant avec le DVD, c'est qu'avant, on avait parfois des photos de scènes inédites, mais ça s'arrêtait là, ou des propos de réalisateurs. On n'avait jamais vu les choses. Avec le DVD, on a commencé à voir débarquer la fin alternative de La Petite Boutique des Horreurs, ou 40 minutes du Jeu de la Mort de Bruce Lee. Des choses inimaginables. On pensait que c'était détruit, qu'on les verrait jamais. Donc il y a eu même des films inédits. Il y a Mario Bava, Rabbit Dogs, je crois que qui est dû sortir en 98 en DVD. Le film n'était jamais sorti parce qu'il n'avait pas été terminé. Parle-nous du making-of perdu de Dune. J'avais été en contact avec le responsable de la publicité chez Universal en 84-85, qui m'avait expliqué que ce qui restait des images du tournage, c'était une petite featurette de 5-6 minutes sur le tournage, alors que la production avait été suivie pendant 6 mois. Et toutes les bandes avaient été jetées à la poubelle après la sortie du film, parce que le film avait été un four monstrueux, en tout cas aux États-Unis, et donc tout avait été détruit. Donc aujourd'hui, il reste le témoignage d'un des co-réalisateurs du making-of, et cette petite featurette de 6 minutes, et c'est tout. Donc c'est dramatique, alors qu'il y aurait matière à faire quelque chose de formidable. Parle-nous des scènes coupées de Phantom of the Paradise. Alors, Phantom of the Paradise profite en France d'une édition collector Blu-ray qui est unique au monde d'ailleurs. Mais par contre, il n'y a aucune scène coupée. Et ces scènes coupées sont aujourd'hui visibles sur un site dédié au film. Et le type a récupéré les bobines. Donc il a fait des petits quick time. Là, ce qui est fascinant, c'est qu'Internet est complémentaire du Blu-ray. Quelle enquête as-tu menée sur Amicalement Vôtre ? Et c'est marrant parce que je travaille régulièrement avec un collègue anglais qui est spécialiste de la série, qui est spécialiste mondial de la série. Dans des années, il m'a montré une photo où on voyait Roger Moore donnant une interview à un intervieweur à l'époque sur le tournage. Et il me disait, mais est-ce que tu trouves cette interview dans les archives de la télévision française? Et pendant près de 10 ans, elle était introuvable. Entre-temps, l'INA avait numérisé des archives des filiales régionales, et notamment FR3 Côte d'Azur, et j'ai retrouvé donc les images d'un reportage sur le tournage de Persuaders à l'époque, où aucune mention du titre Amicalement Vôtre, parce qu'on lui parle quasiment que du sein. Et voilà, ces images ont été retrouvées, donc je les ai communiquées à mon ami en Angleterre, et elles sont maintenant sur le Blu-ray anglais. Donc. Une petite dernière sur la fin alternative de La Petite Boutique des Horreurs, peut-être? Alors, la fin alternative, c'était les plantes qui détruisent New York, et on en avait vu quelques photos, même à l'époque de la sortie du film. Et là, il y a eu un DVD en 98-99 par la Warner, c'était une copie de travail en noir et blanc, qui a en plus est disparu au bout de 6 mois parce que David Geffen, le coproducteur du film, a dit non, il faut surtout pas montrer ça dans cet état-là. Et ça a disparu pendant près de 15 ans. Et là, ça va ressortir ces jours-ci aux États-Unis, en couleur, restauré, tout ça. Donc il y a en plus une évolution dans les supports et dans la manière de présenter les choses. En bref, une adresse à ne pas forgotten. Voilà, donc un talent web un peu surprenant puisque cette fois-ci c'était un site internet et on retrouve d'ailleurs cette chronique dans un célèbre magazine à tendance fantastique dans lequel on te voit de temps en temps, je n'en dirai pas plus. Allez, tout de suite on retrouve Franck pour la shopping list. Tout de suite, la shopping list. Si vous aimez les films d'action, eh bien je peux vous proposer Revenge City, un thriller avec Jason Lee, le champion du monde de kickboxing. Donc autant vous dire que si le mec est champion de boxe, il va pas gagner le César du meilleur acteur. Et le plus fou, c'est que lorsqu'il frappe quelqu'un, il y a obligatoirement du sang qui gicle. Ça doit être un petit peu problématique. Si vous aimez bien les récits de guerre, je vous conseille The Pacific, une série produite par Tom Hanks et Steven Spielberg. Il y a 10 épisodes d'environ 1 heure et ça raconte la véritable histoire plus ou moins romancée de soldats pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. C'est vraiment poignant, mais attention, âme sensible, s'abstenir. Mais qu'est-ce que Metaluna, me demanderez-vous? Eh bien, c'est un magazine totalement fou qui parle de tout plein de choses en rapport avec le ciné, le rock ou même le rien. 3 personnes sont à l'origine de cette revue, Jean-Pierre Puters, Christophe Lemaire et Rurik Salé. Moi, ce que je surkiffe dedans, ce sont les dessins, les romans photos et même les articles sur Jackie Chan.
La Dinde sauvage chez Ego Comics. Dans un premier temps, je tiens à souligner que le style graphique de ce livre est très beau. Et l'histoire raconte le périple d'un enseignant des beaux-arts qui part à cause des dernières volontés d'un de ses élèves récemment suicidé. Il va tomber sur un curieux jeu de pistes sur les traces de la Dinde sauvage, qui, je le rappelle, est aussi un objet dans le jeu World of Warcraft. Bah quoi, on se la joue geek ou pas? Je sais pas. Et encore une publication de Dragon Ball Z sortie chez Glénat, avec des histoires inédites et en couleur. Mais moi j'ai un petit peu l'impression qu'on est en train d'user la licence Dragon Ball jusqu'au bout. Bah c'est vrai, autant se faire du fric sur les trucs qui marchent. Mais bon, je pense qu'à force d'épuiser la franchise, bah, ça perd un peu de son charme. Marvel Zombie, le goût de la mort chez Panini Comics. Un virus est tombé du ciel et a transformé tous les habitants d'une planète parallèle en morts vivants. Quelques super-héros sont infectés et veulent coloniser la Terre pour manger de la bonne chair humaine. Bah écoutez, moi je vais vous dire un truc, la chair humaine c'est dégueulasse. J'ai mangé mon bras hier, c'est un goût de poulet quoi. La machine à écrire la mort, c'est chez Fleuve Noir. L'histoire est totalement folle puisque c'est une machine qui prédit votre mort avec un sadisme bourré d'ironie. Connaître sa fin peut rendre fou certaines personnes, comme par exemple, comment voulez-vous faire confiance à vos amis alors que vous savez que vous allez vous faire assassiner? En tout cas, moi aussi, j'ai une machine qui prédit la mort. Allez, vas-y, prédis la mienne. Ah, y a rien dessus. Je suis peut-être immortel? Pink Daiquiri chez Le Lombard. C'est une histoire qui tourne autour de deux colocataires, une qui cherche le grand amour et l'autre qui cherche juste un homme pour... Enfin bref. L'une va tomber sous le charme d'un de ses clients et l'autre va découvrir le plaisir avec un homme rencontré en boîte. Mais est-ce que toutes les deux sont pas tombées sur le même homme? C'est la question qu'on se pose, c'est ça qu'on va découvrir, et c'est peut-être moi le mec. Je dis ça, je dis rien. Si vous aimez la baston et les mangas, eh bien j'ai pour vous un mélange de ces deux choses. Free Fight aux éditions Tonkam. C'est l'histoire de Kiichi qui, pour payer les frais d'hôpitaux de son père, participe à des combats clandestins et affronte les pires combattants du monde de l'ombre. Mais je tiens quand même à rappeler que la baston, bah c'est pas bien, hein, et que les mots sont plus forts que les poings. Et maintenant, je vous propose L'Homme sans talent. Ce n'est pas du tout une autobiographie sur moi-même, loin de là, c'est une BD éditée par Ego Comics. Et ça raconte le récit d'un auteur de manga qui n'a aucun succès et qui se résout à arrêter. Mais c'est avant tout un voyage dans une société japonaise en pleine mutation où la tradition se retrouve brutalement confrontée à la modernité importée d'Occident. C'est une phrase longue, compliquée, mais vous l'avez très bien compris et j'ai envie de dire que c'est un coup de cœur de la shopping list. Bah pourquoi pas. Voilà, si tu as moins de 15 ans et que tu aimes Franck, tu le retrouveras dans la prochaine émission. Allez, l'émission est presque finie, c'est le moment de voter, cher chroniqueur. RL. Moi, je vote pour Tokyo, le film de Rurik. Laurent. Les geishas, Game of Thrones et Tokyo, mais pas le caméléon. D'accord, ouais, parce que je me suis pris un bloc quand même hein, sur le caméléon. Hein. De l'Est. Seb, le caméléon? Non, geisha et nippon. Et Fred. Yumi, on vote jamais pour elle. D'accord. Rurik. Eh bien, j'ai envie de voter pour les geishas. Oh mince! Et bien, puisque c'est comme ça, puisque vous n'aimez pas le caméléon, je ferme cette émission. Vous pouvez toutefois poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux, Geekbook, Geekter, l'appli Geek, le forum, le site internet. Parlez-en autour de vous, c'est grâce à vous que cette émission existe. Les amis, n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'âge pour se revendiquer plus ou moins geek et qu'un bon geek, c'est un geek curieux. Allez, bye bye.